Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, mes chers collègues, bonjour à tous. Notre commission se réunit aujourd'hui de 16h15 à 20h15, avec toutes les différentes auditions que nous aurons à faire. Dans le même temps, dans les salons à côté de l'hémicycle, a lieu à compter de 16h le vote pour les postes de vice-président de l'Assemblée nationale. Donc, afin de permettre à chacun d'aller voter, en fonction du nombre de tours nécessaires de cette élection, nous procéderons à des suspensions tout le long de nos auditions. Pour le premier scrutin, nous ferons une première suspension après le propos liminaire du CSFM. Et puis, pour la suite, on en parlera au fur et à mesure. En tout cas, nous sommes heureux de vous accueillir, mesdames, messieurs, dans le cadre de notre cycle d'audition sur le projet de loi de finances 2025. Nous recevons donc aujourd'hui la délégation du Conseil supérieur de la fonction militaire, accompagnée de son secrétaire général, le contrôleur général des armées, Christophe Jacot. Le CSFM, créé en 1969, est l'instance nationale de consultation et de concertation des militaires. Il a vocation à s'exprimer sur l'ensemble des questions liées à la condition militaire, c'est-à-dire les suggestions propres à l'état de militaire, ainsi que les compensations apportées par la nation. À ce titre, la loi prévoit que le CSFM soit obligatoirement saisi des projets ayant une portée statutaire, indiciaire ou indemnitaire. Le CSFM est présidé par le ministre des Armées et est constitué de 45 membres qui assurent la représentation de nos armées dans leur diversité d'armes, de corps, de grades et de répartition territoriale. Et vous en êtes la preuve aujourd'hui à travers la composition qui est présente ici dans notre salle de commission. Le CSFM constitue à ce titre un outil précieux de dialogue entre le ministre, l'état-major et leurs subordonnés, mais il est aussi un interlocuteur régulier du Parlement et de notre commission. Dans le cadre des travaux sur le projet de loi de finances pour 2025, nous serons ravis d'avoir l'analyse du CSFM sur les enjeux de l'année à venir pour la condition de nos militaires. La loi de programmation militaire 2024-2030 prévoit des efforts en ce qui concerne la fidélisation et la protection de nos militaires. Vous aurez sans nul doute à cœur de nous indiquer comment ces efforts sont ressentis par la communauté militaire. Pour ma part, je souhaite vous faire part de 3 points d'attention. Le premier point concerne les politiques en matière de rémunération. Celles-ci ont fait l'objet d'évolutions avec la nouvelle politique de rémunération des militaires, NPRM, mais également avec le chantier de revalorisation des grilles indiciaires. Le second point concerne le chantier de la protection sociale des militaires, avec la réforme de la complémentaire en santé entrant en vigueur au 1er janvier 2025. Enfin, le dernier point concerne les enjeux de mixité de la diversité dans les armées et aux enseignements tirés de la mission d'enquête sur les violences sexuelles et sexistes au sein du ministère. Notre commission est particulièrement sensible sur ces points et j'espère que vous pourrez revenir en détail sur ceci afin de nourrir nos réflexions. Comme à l'accoutumée, pour des raisons de sécurité, cette audition étant retransmise en direct, les noms des personnes auditionnées ne seront pas mentionnés. Elles seront appelées uniquement par leur grade et prénom. Monsieur le secrétaire général, je vous cède donc la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, permettez-moi tout d'abord de vous remercier de votre invitation à cette audition devant la représentation nationale, devant cette commission de la défense nationale des forces armées, et qui offre l'opportunité à la communauté militaire de vous rendre compte en toute transparence de leurs préoccupations en matière de conditions militaires dans le cadre de l'examen du PLF 2025. Et je dois dire que les 3 points que vous avez abordés, Monsieur le Président, dans votre introduction, sont tout à fait au cœur des sujets actuels de préoccupation de la communauté militaire. Et je pense que la secrétaire et la délégation vous en feront part
Je vais, pour ma part, faire quelques rappels sur la concertation, sur le rôle du CSFM, pour que, effectivement, tout cela soit absolument clair pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on entend par concertation et conditions militaires ? La concertation, pour les militaires qui ne disposent pas du droit syndical, c'est un mode de dialogue spécifique avec leur commandement de proximité, avec leur chef d'état-major, et puis, in fine, avec le ministre via le CSFM. Ce dialogue, il est absolument indispensable. Indispensable pour favoriser la prise de décision des autorités, favoriser l'adhésion à tous les échelons, et puis contribuer au moral, savoir que les préoccupations sont bien prises en compte par les responsables, les commandeurs. Et donc, c'est un élément essentiel à la réussite opérationnelle des unités. Par condition militaire, on entend au regard de l'article L4111-1 du Code de la Défense l'ensemble des obligations et des sujétions propres à l'État militaire, ainsi que les garanties et compensations qui, en contrepartie, en quelque sorte, sont apportées par la nation aux militaires. Michel Debré, alors ministre de la Défense, dans son allocution inaugurale comme premier président du CSFM, déclarait en 1970 « La condition déborde le statut. Il est normal de faire en sorte que l'institution militaire non seulement ne soit pas en retard par rapport à d'autres, mais qu'elle conserve, sur certains points, une situation propre, de façon que ceux qui ont vocation à la servir, je dirais aujourd'hui celles et ceux qui ont vocation à la servir, en soient récompensés. » Alors, comment est organisée cette concertation au ministère des Armées ? Il existe en quelque sorte une complémentarité entre, je dirais, une concertation non institutionnelle portée par des associations professionnelles nationales de militaires, donc les APNM, et une concertation institutionnelle dont la tête de chaîne est le CSFM. Les APNM sont de jeunes associations qui portent les intérêts de leurs adhérents et de leurs corporations, c'est-à-dire de leur milieu, armée de l'air, marine, armement, commissariat. La concertation institutionnelle, quant à elle, elle s'est construite progressivement, et vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, depuis 1969. Donc nous fêtons cette année les 55 ans de la concertation et de l'existence du CSFM. Elle s'est trouvée complétée, cette création, par l'institution en 1990 des conseils de la fonction militaire, des forces armées et des services, des formations rattachées. C'est-à-dire qu'on a voulu déconcentrer cette concertation pour éviter que le CSFM n'ait à traiter de tout, surtout. Et donc ce dispositif permet en fait d'avoir, dans le cadre d'une concertation intermittente pour chaque armée et chaque service, intermittente, c'est-à-dire quelques jours par an, des examens sur des questions qui sont propres à l'armée et aux services considérés, c'est-à-dire des examens sur les conditions de vie, sur l'exercice du métier militaire, sur l'organisation du travail. C'est une garantie également de représentativité des divers métiers et spécialités des forces et services. Enfin, une dernière étape, et non des moindres, a été franchie en 2016 avec la professionnalisation du CSFM lui-même, ses membres exerçant dorénavant leur mission de concertation à temps plein pour un mandat unique de 4 ans et couvrant le champ très large de la condition militaire. Le CSFM a donc une expérience éprouvée de ce dialogue et une légitimité qui repose sur l'élection de membres permanents restant affectés au plan local, élus par et parmi leur conseil de la fonction militaire de leur armée au service, et qui ont une durée suffisamment longue au CSFM qui leur permet d'acquérir une vision interarmée et interservice de niveau ministériel sur des sujets de conditions militaires, mais tout en restant proche du terrain. C'est cela qu'on voulait, en fait, à l'origine, d'avoir des militaires qui restent ancrés dans le terrain et qui, je dirais, irriguent la réflexion ministérielle. Aujourd'hui, le CSFM comprend 45 membres permanents qui sont donc issus des différentes forces armées, l'armée de terre, la marine nationale, l'armée de l'air et de l'espace, la gendarmerie nationale, la direction générale de l'armement et des services, en particulier le service de santé des armées, le service de l'énergie opérationnelle, le service du commissariat des armées et le service d'infrastructure de la défense. Ces militaires appartenant aux différents corps militaires, différents grades et catégories, ce que vous avez rappelé, Monsieur le Président, en parlant de la diversité de cette représentation. Une particularité est à noter. Parmi eux siègent 3 retraités qui sont désignés par le Conseil permanent des retraités militaires, le CPRM. Les APNM, quant à elles disposent de 16 sièges au CSFM qu'elles n'occupent pas à ce jour, et pour certaines qui ne le voudraient pas, car elles ne satisfont pas aux critères de représentativité fixés par le Code de la Défense,
en termes d'influence significative au regard de l'effectif de leurs adhérents, des cotisations perçues et de la diversité des groupes et des grades représentés au sein d'elles. Alors, pour terminer, à quoi sert le CSFM ? Eh bien, le CSFM, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, c'est l'instance nationale de concertation et de consultation des militaires, présidée par le ministre des Armées, avec 2 fonctions principales. La première, c'est d'établir ce dialogue constructif et permanent dans un cadre qui peut vous surprendre, mesdames et messieurs les députés, mais qui est la réalité de l'approche de la concertation au ministère des Armées, qui leur garantit la liberté de pensée et d'expression. Car si l'on ne doit jamais oublier que nous sommes dans un ministère où il y a une certaine verticalité, le respect de la discipline, l'absence de parti pris et le sens de l'intérêt général, Michel Debré citait la liberté totale de pensée et d'expression comme la condition du succès de ce dialogue interne aux militaires. Et donc j'espère que cette délégation vous donnera l'occasion, mesdames et messieurs les députés, de mettre en pratique cela. Car j'en suis aussi le gardien. Et cela ne va pas sans lien avec la responsabilité du chef, à tous échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés, comme en dispose le Code de la Défense. Aujourd'hui, la concertation institutionnelle fonctionne, elle fonctionne bien, parce que dans le cadre de ce dialogue, le CSFM informe directement et librement le ministre et la hiérarchie militaire, en complément des travaux qui sont faits par les CFM. Et comme secrétaire général, je suis en charge de la coordination et de l'efficacité de ce dispositif, mais également force de proposition de son évolution, comme celle entrée en vigueur le 14 octobre 2024, visant à un renouvellement progressif et non plus en bloc du CSFM tous les 4 ans. Aujourd'hui, ce dialogue fonctionne grâce à plus de 1100 concertants titulaires et suppléants, et grâce à cette acception large que vous avez également rappelée, Monsieur le Président, des sujets traités par la condition militaire, les aspects bien sûr statutaires, économiques, sociaux, culturels, l'attractivité, la fidélisation, le moral, le soutien aux malades, la famille, mais tout cela vous sera exposé. Et la deuxième grande fonction du CSFM, c'est une fonction de nature plutôt juridique, c'est-à-dire l'expression d'avis, sauf sur des questions stratégiques, politiques ou d'organisation des forces et services, lesquels relèvent du commandement. Le CSFM est, et là vous l'avez rappelé à nouveau, Monsieur le Président, obligatoirement consulté sur les projets de textes de loi et réglementaires portant sur les questions statutaires, indiciaires et indemnitaires. Ces avis sont consultatifs, certes, mais ils sont très importants en fait au ministère des Armées. Et le CSFM accompagne souvent ces avis d'observation, et nous savons le Conseil d'État toujours friand des avis et des observations du CSFM. Sous l'impulsion de l'actuel ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qui lui a confié plusieurs mandats, le CSFM exprime aussi des avis sous forme de propositions, par exemple sur la militarité, sur le plan famille, sur le plan blessé, dont beaucoup des préoccupations, des propositions ont été reprises dans les plans. Et enfin, un mandat lui a été confié en novembre dernier par le ministre sur l'attractivité et la fidélisation. Et en plus de leur fonction de travail sur les textes, ils ont visité en 4 mois environ 140 unités, rencontré près de 2300 militaires et réalisé, mesdames et messieurs, ce livrable, donc de 30 préconisations sur l'attractivité et la fidélisation. Voilà, c'est un travail, c'est un résultat très concret du Conseil supérieur de la fonction militaire. Ce livrable a été officiellement remis au ministre en juillet, et nous savons que l'administration s'en est emparée, notamment la DRHMD et l'état-major des armées. En conclusion, je voudrais insister sur 2 idées. Tout d'abord, la première, c'est que le CSFM est la tête de chaîne d'une pyramide étendue et déconcentrée, cohérente, qui entretient un dialogue direct avec le ministre, et que ce modèle se caractérise par sa maturité, une expérience de 55 ans de relation avec le commandement et qui conjugue respect de l'autorité, sens des responsabilités, esprit critique constructif, mais aussi force de proposition, tel que je viens de le montrer, des propositions qui viennent du terrain, qui viennent des territoires, et c'est la voix pleinement reconnue de la communauté militaire. La deuxième idée, c'est que ce sont des militaires, et je peux en témoigner, ce sont eux qui font la réussite de cet organisme, parce qu'ils ont 3 qualités. Ce sont des militaires volontaires et représentatifs des différentes sensibilités de la communauté militaire, qui restent affectés dans leurs unités, donc au plus proche du concret. Ce sont des militaires légitimes, qui sont élus par leurs pairs et élus par les CFM. Ce sont des militaires compétents, ils sont expérimentés, experts, ils ont la connaissance des dossiers d'administration, aussi du ressenti et du vécu de leurs camarades au niveau local. Et c'est pourquoi j'ai le plaisir
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, de vous présenter cette délégation interarmée et interservices du CSFM, composée des militaires suivants: la commissaire en chef de 2e classe Agnès, du service du commissariat des armées, qui est la secrétaire de la session pour 6 mois, le major Jean-Philippe de l'armée de terre, en particulier de la brigade sapeurs-pompiers de Paris, qui est son adjoint, du lieutenant-colonel Alexis de l'armée de terre, du capitaine de corvette Thibault de la marine nationale, de l'infirmier en soins généraux du 2e grade Jean-Philippe, du major Laurent de la gendarmerie nationale et enfin du caporal-chef Myriam de l'armée de l'air et de l'espace. Je cède maintenant la parole à la secrétaire du Conseil, Monsieur le Président, si cela vous convient. C'est parfait, Madame la secrétaire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Défense nationale et des Forces armées, Mesdames et Messieurs les députés, en ma qualité de secrétaire du Conseil supérieur de la fonction militaire, je tiens tout d'abord à vous exprimer la reconnaissance de la communauté militaire que nous représentons. Nous sommes honorés que vous ayez souhaité cette année encore recevoir une délégation du CSFM afin de l'auditionner sur les enjeux actuels de la condition militaire. Cette audition s'inscrit donc dans le cadre du projet de loi de finances pour l'année 2025 qui prévoit une enveloppe de 50,5 milliards d'euros de crédits de paiement pour la mission défense, soit une augmentation de 3,3 milliards par rapport à la loi de finances initiale de 2024. Donc, dans un contexte budgétaire qui est particulièrement contraint, la communauté militaire est bien consciente de l'effort que la nation est prête à consentir à sa défense et vous en est reconnaissante. Monsieur le Président, comme vous l'exprimiez vous-même la semaine dernière devant la Commission, c'est beaucoup, mais c'est le juste nécessaire. Une partie de ces crédits sera consacrée à la condition militaire, qui est la pierre angulaire d'une armée d'emploi opérationnelle et résiliente. Et ainsi, 265 millions d'euros de crédits de paiement supplémentaires seront notamment alloués pour l'ambition Fidélisation 360, qui vise à développer l'attractivité des armées, mais aussi la fidélisation, en améliorant les conditions d'emploi des agents civils et militaires du ministère. Dans ce cadre, comme l'a évoqué Monsieur le secrétaire général, en parallèle des travaux qui sont menés par les états-majors des armées, un mandat sur l'attractivité et la fidélisation a été confié au CSFM en novembre 2023 par le ministre des Armées. Et ça a permis au Conseil de confirmer sa position au contact du terrain au cours des derniers mois. Lors de ces visites, le Conseil a donc pu échanger avec 2300 militaires de toutes catégories au sein de 140 unités, ce qui lui a permis de mettre en lumière les principales préoccupations de la communauté militaire. Et sans surprise, ce sont souvent des insatisfactions quotidiennes qui érodent le sens de l'engagement, voire incitent les militaires à quitter l'institution. En matière de conditions militaires, les points de vigilance que nous avons identifiés comme devant être traités en priorité et que nous aurons l'occasion sans doute de développer au cours de nos échanges sont les suivants. La rémunération, que vous avez également évoquée, donc sous ces deux volets indiciaires et indemnitaires. L'accompagnement de la mobilité et plus particulièrement la problématique du logement. Et plus largement, la conciliation vie professionnelle et vie privée. Mais aussi la qualité de vie et les conditions de travail. Donc, j'insiste sur la rémunération et en particulier la révision des grilles indiciaires qui constitue la priorité numéro 1 en matière de conditions du personnel. Elle est d'ailleurs portée par la LPM dans son article 7 qui prévoit que les grilles indiciaires des sous-officiers seront révisées avant la fin de l'année 2024 et que les grilles indiciaires des officiers seront révisées avant la fin de l'année 2025. Donc, la rémunération, c'est un facteur clé de réussite pour atteindre les objectifs de recrutement et de fidélisation. Et on constate un décrochage avec la fonction publique, notamment pour les cadres supérieurs. Et par ailleurs, on se retrouve avec un dispositif actuel qui n'incite plus à progresser en raison d'un effet de tassement général qui est lié aux revalorisations successives des plus bas indices au fil des années, avec un risque sur notre modèle d'escalier social qui est cher aux armées. Donc, le chantier de révision des grilles indiciaires est un chantier capital pour la communauté militaire. C'est la première priorité en matière RH et l'un des 6 axes qui avaient été définis par le ministre dans le cadre de l'ambition Fidélisation 360. Il apparaît donc essentiel de porter ce sujet de conditions militaires au titre du projet de loi de finances 2025. Et dans le contexte budgétaire actuel qui est difficile, nous ne devons pas perdre de vue que ces mesures de long terme en cours de mise en œuvre au sein du ministère ne doivent pas être affectées donc, par ces difficultés. Nous tenons à souligner que ces mesures font l'objet d'attentes très fortes de la communauté militaire depuis de nombreuses années et appelons donc de nos voeux la mise en œuvre des travaux sur les grilles indiciaires dans le respect du calendrier qui était annoncé.
Et donc, cette revalorisation des grilles doit également être complétée en 2026 par un bilan de la nouvelle politique de rémunération des militaires, la NPRM. Et donc, pour ce volet indemnitaire, la NPRM devra faire l'objet d'ajustements dès que possible, sans forcément attendre la clause de revoyure, notamment au sujet de l'indexation sur l'inflation des primes forfaitaires, l'indemnité pour suggestion d'absence opérationnelle, la prime de compétences spécifiques des militaires et l'indemnité de garnison. Et dans les domaines sociaux, qui sont les plus affectés par les contraintes et suggestions liées au statut militaire, l'évolution sociétale place l'équilibre vie professionnelle et vie privée au centre des préoccupations. La contrainte de mobilité, notamment, crée un très fort déséquilibre et de moins en moins bien vécu par les militaires et leurs familles. Pour le Conseil, ce sujet devra être étudié dans sa globalité, mais en attendant, la mobilité doit être mieux accompagnée, avec une attention particulière portée au logement du militaire et à l'emploi de son conjoint. Donc une politique de logement ambitieuse à la hauteur des suggestions subies et des pertes de revenus induites par la mobilité constituerait un levier majeur de fidélisation du personnel militaire. Ainsi, l'accompagnement pour trouver un logement suite à une mutation reste actuellement insuffisant. Le contrat de concession Ambition Logement, qui a pour objectif la remise à niveau de l'ensemble des logements domaniaux existants et qui prévoit en outre la construction de logements neufs, n'a pas encore produit tous ses effets. Et donc, l'attribution des logements domaniaux et conventionnés est jugée comme manquant encore de lisibilité et complique l'arrivée des familles dans la garnison. Donc, ça doit passer par une évolution de la réglementation en vigueur. Le plan Famille 2, qui vise également à accompagner la mutation du militaire et à améliorer la vie des familles, privilégie une approche territoriale pour certaines de ces mesures. En cela, on peut dire qu'il fait écho au mandat ministériel qui nous a été confié pour recueillir les bonnes pratiques locales qui peuvent améliorer l'attractivité et les fidélisations de la communauté militaire. Dans le cadre de la mobilité, en effet, le lien armée-territoire apparaît essentiel pour améliorer la vie en garnison, notamment pour l'accueil et l'intégration du militaire et de sa famille. Les militaires déplorent par ailleurs les difficultés de l'action sociale à fournir une offre de services qui réponde aux attentes des familles et appellent par conséquent de leur vœu l'instauration de l'équivalent d'un comité social et économique des armées pour améliorer en particulier les offres de garde d'enfants et de loisirs de l'IGESA qui sont jugées actuellement peu compétitives. L'amélioration également de la qualité de vie au travail reste une préoccupation majeure et ça passe en premier lieu par l'amélioration de la vie en emprise. Donc pour cela, il est essentiel d'investir dans des infrastructures et les conditions de travail. Ça implique la modernisation des installations militaires et la fourniture rapide d'équipements de qualité adaptés. Enfin, il devient impératif d'améliorer les hébergements mis à disposition des militaires dans les emprises, car la situation de dégradation des installations qui est actuellement constatée lors de nos visites est en totale distorsion avec l'importance du budget alloué aux infrastructures dans la nouvelle loi de programmation militaire. Et à cet égard, la hausse de 260 millions d'euros par rapport à la loi de finances initiale 2024 doit permettre la réparation des infrastructures en incluant les hébergements. Il est aussi nécessaire de souligner le départ anticipé des plus expérimentés et le non-renouvellement précoce des jeunes engagés. Ces deux phénomènes créent des déficits chroniques en personnel et reportent finalement la charge de travail sur un nombre plus réduit de militaires qui ne parviennent plus à prendre l'ensemble de leurs permissions pour se ressourcer en famille. Fort de ce constat, le Conseil a donc proposé un dispositif permettant la gestion des permissions non prises, car cette suractivité est mal vécue, d'autant moins bien vécue qu'elle est en opposition avec les aspirations des militaires qui sont celles finalement de la société actuelle, c'est-à-dire concilier mieux et davantage vie professionnelle et vie privée. En matière de qualité de vie au travail, toujours, les difficultés qui sont susceptibles d'entraîner une surcharge portent également sur le soutien des forces. À cet égard, l'augmentation de 60 millions d'euros qui est prévue par rapport à la loi de finances initiale 2024 doit permettre le renforcement des soutiens qui ont été particulièrement touchés au cours de ces dernières décennies par les réductions de leurs moyens financiers et humains. Et donc cette remontée en puissance des soutiens constitue finalement une réparation qui se construit dans la durée, avec notamment 2 points d'attention pour le commissariat et le service de santé des armées. En effet, les armées doivent, par construction, remplir la mission, même dans le mode le plus dégradé. Or, le manque de moyens des soutiens, qui est associé à la lourdeur des démarches administratives, détourne finalement les militaires de leur cœur de métier. De plus en plus de militaires qui étaient à l'origine séduits par une promesse employeur offrant du sens à leur engagement constatent qu'ils sont finalement tributaires d'un excès de procédures internes.
Par ailleurs, la dématérialisation des démarches ne peut pas totalement se substituer à l'accueil, au conseil et au contact humain. Donc le renforcement des moyens doit permettre d'assurer un soutien de proximité plus accessible et favoriser la démarche d'aller vers les soutenus. Les militaires attendent une simplification des procédures et des capacités de subsidiarité. Par ailleurs, l'obsolescence des matériels et leur insuffisance, couplée à la réduction des projections, peuvent démotiver les jeunes engagés et même les militaires plus anciens, et ça les pousse à quitter une institution qui ne leur donne plus les moyens de se former, de s'entraîner, ni de remplir leur mission. Et donc enfin, au titre de la condition militaire, certains points de vigilance ont été identifiés, que vous avez également évoqué, donc la protection sociale complémentaire volet santé, qui est ainsi un point d'attention, puisqu'à partir du 1er janvier 2025 sera mis en place pour les militaires un contrat collectif à adhésion obligatoire avec participation de l'État. Et donc à ce titre, les militaires bénéficieront d'un panier de soins adapté à leurs besoins spécifiques. C'est donc une avancée en termes de conditions militaires, mais néanmoins, certaines catégories de militaires, notamment les militaires durant célibataires, vont désormais devoir régler un montant plus important, ce qui suscite une grande incompréhension. De même, les tarifs appliqués aux conjoints et aux enfants sont jugés trop onéreux et parfois plus élevés que ceux de leur ancien contrat référencé. Et par ailleurs, les tarifs du nouveau contrat applicable à l'étranger sont jugés prohibitifs et sont en très forte augmentation par rapport aux précédents, pour les militaires comme pour leurs ayants droit. Concernant toujours la situation des militaires français affectés outre-mer et à l'étranger, d'autres points d'attention ont été signalés, portant sur les conditions de vie dans différents domaines, notamment le logement, la scolarité des enfants, l'emploi des conjoints ou l'accès aux soins. Enfin, parmi les différents sujets d'attention, on peut également citer celui de la réserve, puisque l'ambition ministérielle est de doubler le volume de la réserve opérationnelle pour le porter à l'horizon 2035 à 1 militaire de réserve pour 2 militaires d'active. Donc cet objectif doit être recherché en complément de l'active et non en substitution de celle-ci. Et pour y parvenir, il sera nécessaire, là encore, de renforcer le format de nos armées ainsi que leurs capacités en matière de recrutement, formation, équipement et soutien. Dans un tout autre domaine que vous avez également évoqué, le Conseil porte également un regard attentif aux conclusions et aux constats du rapport de la mission d'enquête sur les violences sexistes et sexuelles au sein du ministère des Armées, mission au cours de laquelle une délégation du Conseil a été entendue. Ce rapport met en lumière l'existence de VSS au sein des forces armées et a suscité bien sûr des réactions importantes. Il a donné lieu à la création d'un comité ministériel de suivi du programme de lutte contre les VSS, dont la première réunion a eu lieu le 11 octobre dernier. Et donc le CSFM portera une attention particulière à la mise en œuvre de ce programme qui contribue directement à la condition du personnel militaire. Enfin, le plan blessé 2023-2027, qui traduit la prise en compte par le ministère des besoins spécifiques des militaires dans ce domaine sensible, suscite une forte attente de la communauté militaire et des familles. Et le Conseil, qui avait émis des propositions lors de l'élaboration de ce plan, continue de le suivre avec attention, notamment en participant au comité de pilotage et de suivi. Les militaires blessés méritent que leur parcours soit coordonné, optimisé et simplifié. Donc, tous ces points qui sont évoqués dans mon propos introductif concourent directement à l'attractivité de nos métiers et à la fidélisation de nos soldats. Monsieur le Président de la Commission, Mesdames et Messieurs les députés, nous sommes prêts à les développer dans nos échanges et à répondre dès à présent à vos questions. Merci, Monsieur le Secrétaire général et Madame la Secrétaire, pour vos propos liminaires. Alors, comme indiqué en début d'audition, je vais procéder à une interruption, le temps que chacun puisse voter, ceux qui n'ont pas encore voté en hémicycle. Merci. Donc, une interruption de 20 minutes.
Merci à toutes et à tous. Nous arrivons au terme de cette suspension, le temps du vote de chacun. Eh bien, la parole est aux orateurs de groupe et nous commençons donc par Nadine Lechamp pour le Rassemblement national. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, le cœur de toute armée réside dans le personnel qui la compose. De la même façon, toute combativité, la motivation et l'efficacité de ce personnel ne résultent que de manière dont l'État va le considérer. Notre groupe, soucieux du bien-être de ses armées et de son personnel, se sent donc extrêmement concerné par ces questions. En 2015, un scandale était mis au grand jour, celui de la condition de vie de nos forces armées. Un cadre de vie insalubre et une source de stress supplémentaire, un impact sur le moral et donc à terme sur l'efficacité. En 1993, déjà, un sénateur saisissait le ministre de la Défense pour lui signifier les désuétudes des établissements militaires. La seule réponse du ministère avait été de dire que le problème était sous contrôle. Plus de 30 ans après, où en sommes-nous ? Certes, quelques efforts ont été réalisés. Le ministère des Armées a prévu, par exemple, l'externalisation de la gestion des logements. Ces solutions sont certes intéressantes, mais ne sauraient être des solutions définitives. Nous ne pouvons souhaiter une augmentation de nos effectifs si nous ne sommes déjà pas capables de loger décemment le personnel existant. Derrière ce vernis, plusieurs échos contraires se font entendre. Un rapport de 2017 jugeait que certaines bases étaient inutilisables, insalubres et complètement dépassées. Casernes en ruine, inondations dans les dortoirs, températures insoutenables en été. Dans leur quotidien également, nos militaires se sentent délaissés. On estime qu'un militaire dépense en moyenne 400 € par an pour compléter ou améliorer son équipement personnel. Comment pouvons-nous tolérer cela ? En bref, donc, la volonté du groupe Rassemblement national dans cette commission sera de savoir si, derrière les paroles et les promesses, les actes ont suivi. Le Conseil supérieur de la fonction militaire est souvent présenté comme le syndicat des armées. À ce titre, nous souhaitons donc connaître au mieux les réalités du terrain et en conséquence agir pour qu'à l'avenir, plus aucun de nos soldats ne soit mal logé et mal équipé. Je vous remercie. Merci, mesdames, messieurs. La parole est à vous. Oui, vous pouvez déjà répondre à cette première question. Dans ce cas, pour répondre à cette question sur les conditions de vie, je vais laisser la parole au capitaine de corvette Thibault. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, donc effectivement, le logement et l'hébergement sont un sujet réel des militaires. Et nous avons pu le constater lors de nos nombreuses visites dans le cadre du mandat. Une grosse dette grise existe au niveau des infrastructures. La dette grise, c'est quoi ? C'est le manque d'investissement sur de nombreuses années qui crée un surcoût d'entretien des infrastructures qui sont usées, vieillies, qui n'ont pas été rénovées ou qui ne sont pas remplacées. Actuellement, de nombreux hébergements et de nombreuses infrastructures au sein de nos bases sont dans un état, comme vous l'avez dit, d'insalubrité ou de vétusté avancée. L'absence des petites réparations quotidiennes entraîne une insatisfaction et une insalubrité. Les militaires sont obligés au jour le jour, de manière quotidienne, de faire par eux-mêmes les petites réparations pour rendre leur quotidien vivable. La qualité de vie et les conditions de travail au sein du MINARM paraissent souvent anachroniques quand on voit le vote du budget historique de la LPM 2430, dite de transformation. Cela a généré énormément d'attentes. Et malgré ce budget historique, les militaires ne voient pas de changement réel dans leur quotidien. Il y a une rénovation indispensable des emprises. Les militaires essayent de s'organiser au mieux qu'ils peuvent pour pallier ces défauts d'entretien. Les lieux de nos bases sont souvent leur lieu de vie quotidienne et pour certains sont leur seul lieu de vie, sont leur lieu de vie unique, car ces personnes travaillent au sein de nos bases, nos régiments, et vivent dans les casernements. Donc on a remonté un certain nombre de problèmes, mais il y a aussi des pratiques vertueuses qui ont été constatées. Il y a aussi un certain nombre d'emprises qui ont mis en place des pratiques vertueuses et que nous avons listées dans le plan des 30 préconisations qui a été fait dans le cadre du mandat MINARM.
Et dans ce plan, donc, nous avons vu certaines choses très vertueuses, comme je l'ai dit, par exemple des restaurants qui sont maintenant ouverts jusqu'à 23 heures et qui permettent du coup, et qui sont ouverts tous les soirs et 7 jours sur 7, et qui permettent de répondre aux besoins opérationnels des gens dans ces unités, car il y a encore des unités où le personnel, le soir, n'a pas de messe pour se nourrir. Il y a aussi également des centres médicaux des armées qui proposent des créneaux de consultation pour les familles, et qui proposent bientôt des créneaux de téléconsultation. Donc cela améliore la vie en emprise et la vie de nos militaires. Et nous souhaitons également, nous avons proposé dans le cadre du plan fidélisation qu'il y ait une meilleure accessibilité à nos emprises, parce que en fait, dans le cadre, ce n'est pas uniquement de la rénovation qu'il faut, mais c'est également que nos emprises soient accessibles aux familles, que ce soit des vrais lieux où le militaire travail, mais aussi où il crée un espace de vie communautaire militaire. C'est également des services qui doivent encore être mis en place. Il y a un certain nombre d'entités de base où des services ont été mis en place pour les militaires. Par exemple, il y a des services de conciergerie qui facilitent la vie des militaires et qui leur permettent de gagner du temps sur la vie de tous les jours, qui par exemple leur permettent de prendre des rendez-vous pour le contrôle technique, de prendre des rendez-vous médicaux, des rendez-vous d'opticiens, etc. C'est plein de petites choses en fait qui ne coûtent pas grand-chose à l'institution, voire des fois qui ne coûtent rien à l'institution et qui permettent d'améliorer la vie du quotidien. Mais c'est aussi des services qui peuvent être plus coûteux et qui demandent un investissement, comme des crèches. Par exemple, il y a certaines unités, comme à Ballard par exemple, où on a des crèches qui répondent réellement aux besoins horaires et à l'amplitude horaire des militaires. Mais on a malheureusement surtout des crèches qui ne répondent pas à l'amplitude horaire des militaires, et parce qu'elles sont en manque de personnel ou parce qu'elles n'ont pas pris correctement en compte les amplitudes de travail de nos militaires. Donc, je crois avoir répondu à l'ensemble de vos questions. Merci. La parole est à Corinne Vignon pour le groupe Ensemble pour la République. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités. Actuellement, nos forces armées font face aux des enjeux très importants de fidélisation. C'est pour cela qu'il est nécessaire d'améliorer le quotidien de nos militaires et les conditions de vie de leurs familles. Le 18 mars 2024, le ministre des Armées lançait Fidélisation 360. Ce plan, doté de 265 millions d'euros pour 2025, vise à renforcer l'attractivité et à revaloriser la condition des militaires à plusieurs titres. Offrir de meilleures conditions de travail avec une rémunération plus attractive, en particulier dans les filières de tension. Permettre une approche des métiers mieux compensée à travers une prise en charge complète des sujétions. Proposer un accompagnement renforcé dans les parcours personnels pour qu'ils soient plus évolutifs avec un accès à la formation. Accompagner la mobilité des militaires et de leurs familles avec un reste à charge zéro, de nouvelles places en crèche ou des facilités pour les inscriptions scolaires grâce au renforcement du plan famille 2. Mais le point essentiel, me semble-t-il, pour accompagner cette mobilité est l'accès au logement. La construction de 2800 logements neufs et la rénovation complète du parc domanial d'ici 2030 constituent une avancée. Néanmoins, il est nécessaire de développer l'offre privée en se rapprochant des agences immobilières, des maires et des bailleurs sociaux, en multipliant des conventions sur certaines régions encore peu travaillées. Déployons également le catalogue d'offres proposées au travers du logiciel Atrium en multipliant les visites virtuelles et facilitons urgemment l'accès à la propriété pour nos militaires. Toutes ces mesures Fidélisation 360 sont des engagements pris lors de l'adoption de la LPM 2024-2030 avec une trajectoire budgétaire respectée. Aussi, Mesdames et Messieurs, je souhaiterais connaître vos moyens d'évaluation afin de vous assurer que les crédits 2025 permettent une amélioration concrète des conditions de vie et du travail des militaires. Je vous remercie. Merci. La parole est à vous. Donc, Madame le député, sur ces différents sujets, en fait, vous avez, à travers le plan fidélisation, différentes
différentes préoccupations, différentes thématiques abordées. Donc sur la partie relative au logement, je peux sans doute vous apporter un éclairage. Je pense qu'en fait, nous allons nous répartir la parole pour les différentes thématiques. Le caporal-chef Myriam pourra également vous dire un mot sur le plan famille et sur les parcours professionnels, le capitaine de corvette Thibault. Donc sur la partie logement, je dirais qu'effectivement c'est une préoccupation majeure des militaires, qui expriment notamment au moment des mutations des difficultés dans ce domaine. Puisqu'en fait le militaire qui sait que sa famille sera bien installée aura l'esprit tranquille et pourra se consacrer entièrement sur sa mission. Mais la mobilité qui conduit les militaires à faire face plus fréquemment que le reste de la population aux difficultés liées à la recherche de logement fait que le militaire se trouve fréquemment concerné par une offre de logement insuffisante et que la compensation indiciaire de l'inflation également insuffisante ne permet pas en fait d'assurer, de faire face à cette situation de manière satisfaisante. Donc ça cristallise un certain nombre d'angoisses. Et donc, une réforme en profondeur de l'instruction ministérielle 1136 qui porte sur le classement, les conditions d'attribution et d'occupation des logements qui relèvent du ministère de la Défense apparaît essentielle pour simplifier, moderniser et améliorer la lisibilité et la transparence de l'attribution des logements. Donc, c'est une démarche qui a été entamée et donc à laquelle nous souhaiterions être associés. Mais en termes de satisfaction des occupants de logement, on observe actuellement encore une augmentation des doléances qui sont liées à la qualité du service rendu. Donc ce sont des insatisfactions de plusieurs ordres, notamment la communication avec le bailleur ou le sous-dimensionnement et la saturation du parc. Le problème d'entretien du parc domanial également, la hausse du coût des logements liée notamment aux charges locatives, mais aussi, comme je l'avais évoqué dans mon propos introductif, le processus d'attribution du logement qui reste insatisfaisant, notamment au vu des délais, du manque de réactivité ou de transparence des bureaux logements. Donc le contrat de concession Ambition Logement qui est piloté par le consortium Nové doit prendre en compte ces difficultés, avec, comme je l'évoquais également, l'objectif de remise à niveau de l'ensemble des logements domaniaux existants pour rejoindre les standards actuels en termes de confort d'habitation, mais aussi de normes environnementales. Et c'est un contrat qui prévoit en outre la construction de logements neufs. Mais on s'aperçoit que la remise à niveau des logements n'est pas sans poser des difficultés aux occupants actuels, à qui on demande parfois de quitter leur logement pour pouvoir assurer cette remise à niveau. Et on a également des remontées concernant l'Agence nationale du contrôle du logement social en Cols, qui impose à tous les bailleurs sociaux l'obligation de présenter 3 dossiers de candidature pour chaque attribution de logement, ce qui complexifie encore la procédure d'attribution. Donc c'est une règle qui conviendrait d'assouplir pour les logements réservés au ministère des Armées pour faciliter justement l'accès au logement. Et donc face aux difficultés rencontrées par les militaires dans le cadre de la recherche de logement, il conviendrait également de développer des partenariats avec les agences immobilières, les conventions avec les bailleurs sociaux. Et donc, nous avions vu lors des déplacements sur le terrain des initiatives intéressantes, comme l'organisation d'un forum du logement, où des familles, des agences et des bailleurs pouvaient se rencontrer, ou bien la création d'une banque de logements privés avec la mise en relation avec les propriétaires. Et ce que nous souhaitons en tout état de cause, c'est que soient mieux prises en compte les suggestions opérationnelles dans l'attribution des logements domaniaux. Nous avions d'ailleurs émis plusieurs préconisations, donc comme je l'évoquais, l'évolution de l'instruction ministérielle 1136, mais également pour les offres de logements conventionnés, le développement de l'offre de logements intermédiaires et l'inscription dans les conventions avec les bailleurs qu'en cas de rendu société, le bailleur pourrait proposer un autre logement, qui serait un point qui serait annexé à la convention. Également, donc, prendre en compte les logements attribués aux militaires dans
dans le calcul des quotas imposés aux communes par la loi SRU. Également faciliter l'accès à l'offre civile en incitant les propriétaires privés à loger des militaires, notamment dans les zones tendues. Et puis en parallèle, en fait, un point que nous avions souligné, c'était que la recherche du logement à chaque mutation rendait difficile pour les militaires l'accession à la propriété à laquelle aspiraient les familles. Et nous avions émis des propositions comme de permettre à chaque militaire d'obtenir au moins une fois dans sa carrière un prêt à taux zéro pour l'acquisition d'un bien immobilier, mais aussi l'exonération pour tous les militaires de la taxe d'habitation pour la résidence secondaire lorsqu'il s'agissait de la résidence de repli. Donc ça, c'était des points que nous avions évoqués dans le cadre du logement. Au niveau du plan famille également, des avancées du plan famille, je vais céder la parole au caporal-chef Myriam pour compléter mon propos. Monsieur le Président, Monsieur et Madame les députés, donc, vous avez évoqué la fidélisation 360 dans vos propos. Les militaires mutés pour raison du service dans une nouvelle garnison attendent une aide à la mobilité plus efficace. Celle-ci passe également par la concrétisation de la fidélisation 360, notamment avec le zéro restant à charge pour les mutations avec changement de résidence. De plus, il faudrait revoir le cubage pour les militaires divorcés et veufs, car aujourd'hui, il est insuffisant et inadapté à la réalité des familles recomposées. Réévaluer les délais aussi pour la reconnaissance de garnison selon le besoin et exclure le temps de trajet de la période. L'accueil des enfants au sein des crèches ministérielles durant les horaires étendus. En effet, aujourd'hui, les militaires doivent faire une demande d'autorisation d'absence ou un aménagement d'horaire afin de pouvoir déposer et récupérer leurs enfants dans le temps imparti de la crèche. Ensuite de ça, sur le plan famille, comme vous le savez, le CSFM a contribué largement au plan famille. Sur les 44 mesures du plan famille 2, 21 ont été retenues. Le plan famille pâtit d'un défaut de communication tant sur la nature des mesures et elles-mêmes que sur les avancées réalisées dans ce domaine. Ce dispositif reste encore peu connu au sein de la communauté militaire, surtout au plus bas niveau. Au niveau du commandement, les inquiétudes portent davantage sur le financement dans le cadre contexte budgétaire actuel. En dépit d'une volonté manifeste, le plan famille reste à l'évidence sous-dimensionné. Il conviendrait de consacrer davantage de moyens financiers, du moins des moyens humains, pour pouvoir développer par des vecteurs adaptés une communication de qualité propre au PF2 et que ne soit pas noyé dans d'autres dispositifs afin de connaître les mesures déclinées dans le plan à tous les échelons et de diffuser les informations relatives aux actions menées. Sur le terrain, ils n'ont aucune réalisation concrète du plan famille. Merci beaucoup. La parole est à Bastien Lachaud pour le groupe La France Insoumise, Nouveau Front Populaire. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du CSFM. Moi, je voudrais vous interroger tout d'abord sur un sujet qui, je le sais, tient à cœur au Conseil, la question de la complémentaire santé. Vous en avez parlé dans votre introduction et nous accueillons favorablement, évidemment, cette nouvelle, puisque c'était près de 30% des militaires, notamment les militaires du rang, qui n'avaient jusqu'alors aucune complémentaire santé. Mais j'ai des questions sur le coût, vous l'avez abordé, mais aussi sur la lisibilité de cette réforme et sur l'inquiétude qu'elle pourrait causer vis-à-vis des militaires. Est-ce qu'aujourd'hui, le ministère a mis en place un dispositif, un mode de calcul simple pour évaluer les cotisations des militaires pour eux et leurs ayants droit? Est-ce qu'il y a un logiciel, une calculette informatique permettant de savoir exactement, est-ce que le panier de soins est également est clairement établi, et quelles sont les informations qui sont mises en place, notamment pour les cas d'exemption de la complémentaire santé. J'aurais une autre question sur un sujet important qui est celui du traitement des violences sexistes et sexuelles dans le ministère. Suite aux différentes affaires médiatiques, le ministre a enfin annoncé une politique de tolérance zéro pour les VSS avec un signalement systématique au procureur par le moyen de l'article 40. Les chiffres sont édifiants. Il y aurait un viol toutes les 2 semaines et une agression sexuelle tous les 5 jours. Un tiers des femmes militaires ont déjà été victimes de VSS au sein du ministère. Mais au-delà du signalement à la justice se pose la question des moyens alloués aux politiques de prévention et de prise en charge des victimes. La cellule Thémis doit être renforcée. Et au vu de l'ampleur actuelle du phénomène,
les moyens qui lui sont alloués sont nécessairement insuffisants. Selon le Conseil, quels sont les moyens qui seraient à la hauteur de la situation pour mettre en œuvre une véritable politique de lutte contre les violences sexistes et sexuelles et permettre la prise en charge adéquate des victimes? Je vous remercie. Merci. Vous avez la parole pour pouvoir répondre. Merci. Sur la PSC, je vais céder la parole à l'infirmier en soins généraux de 2e grade, Jean-Philippe. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, sujet qui tient à cœur la concertation et qui est véritablement un élément de la condition militaire. Alors, la mise en place d'une protection sociale complémentaire obligatoire pour tous les militaires à compter du 1er janvier 2025 est une véritable mesure favorable à la condition militaire, mais la communication a été pénalisée par les médias utilisés, à savoir que nous avons toutes les informations, mais elles sont sur notre site Intradef enterrées sous d'autres couches d'autres informations. Voilà. Donc le vrai souci qui est par rapport à cette communication, c'est que pour les militaires, il a été décidé que la communication se ferait par le biais d'amphithéâtres de garnison ou sur ces sites internet, mais chaque militaire n'a pas fait l'objet d'une communication individualisée par la remise d'un document écrit l'informant de sa possibilité éventuelle de faire valoir une condition d'exemption. Voilà. Et avec ça, les différentes conditions qu'il doit remplir. Donc les informations sont disponibles, mais pas de façon facile. Et ce que l'on peut regretter, c'est qu'il n'y ait pas eu d'exercice d'un droit d'option individuel pour ces militaires. Voilà. Alors, vous aviez aussi le pourcentage de militaires relativement important, en tout cas beaucoup plus important que pour les autres agents publics ou privés, qui ne bénéficient pas jusqu'à maintenant d'une protection sociale complémentaire. Les chiffres de 2022 notaient que 20% des affiliés à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ne bénéficiaient d'aucune complémentaire santé. Voilà. Donc 18% des militaires en activité, et sur ces 18%, nous avions un pourcentage très élevé de militaires de moins de 25 ans, où là on était à 31%. Alors, pour ce qui est du calcul des cotisations qui vont être réclamées pour les militaires ou pour ses ayants droit, et quand s'ils décident de les rattacher à cette protection sociale complémentaire, un calculateur est sorti hier. Donc sur l'Intradef, simulateur qui permet donc à chaque militaire de calculer en fonction de sa solde brute le montant qui lui sera réclamé pour sa protection sociale complémentaire, et ensuite le tarif appliqué à son conjoint et à ses enfants en fonction de leur âge. Donc un outil existe maintenant, outil qui permet aussi, et là c'est aussi important, pour ce militaire quand il est affecté à l'étranger, en fonction de la zone géographique dans laquelle il est affecté, de calculer les cotisations qui lui sont réclamées. Alors par exemple, pour un militaire qui lui est affecté sur le territoire métropolitain, si c'est un sous-officier de carrière, sa cotisation tournera aux alentours de 23 €. Voilà. Et son conjoint, lui, devra verser 67 €. Les enfants de moins de 21 ans, 42 €. Et un enfant de militaire de plus de 21 ans, 47 €. Certains militaires déplorent que, même affectés sur le territoire métropolitain, dans certains cas, ces cotisations soient plus importantes que les cotisations réclamées au titre des contrats référencés précédemment. Bon. Ensuite, ce même militaire, s'il est affecté à l'étranger, notamment dans la zone 3 qui comporte les États-Unis, le Canada et la Chine, pour le même sous-officier de carrière, il devra s'acquitter tous les mois de à peu près 133 €.
pour sa part donc de cotisation, et son conjoint 412 €, et les enfants, alors qu'ils aient moins de 21 ans ou plus de 21 ans, 201 € chacun. Voilà. Donc là, on se retrouve avec des cotisations à l'étranger qui, elles, sont nettement supérieures à celles du contrat référencé précédemment à l'étranger, et des augmentations sont constatées entre 60 à voire 100%. Donc ce point tient à cœur du Conseil, et il souhaite que les choses puissent évoluer là-dessus. Maintenant, nous avons plusieurs éléments donc, qui permettent, qui nous font craindre une éventuelle augmentation aussi de ces cotisations, à savoir que le projet de loi de finances de la Sécurité sociale de 2025, qui prévoit que que la charge incombant mutuelle, par rapport notamment le pourcentage de remboursement de la consultation chez le généraliste, passer de 70% à 60%, avec donc 40% à régler pour les mutuelles, ne fasse varier cette cotisation de référence qui, elle, a été calculée sur un équilibre du régime. Autre chose aussi, on en parlait précédemment, une partie de la communauté militaire, je dis seulement une partie, regrette que les cotisations des conjoints et des enfants soient dans ce régime-là supérieures parfois à ce qu'il est constaté dans le privé. Maintenant, il nous a été annoncé que la priorité de ce régime de complémentaire santé était de permettre aux militaires d'active de bénéficier d'une protection sociale complémentaire de qualité. Et c'est vrai que le panier de soins, en relation avec cette protection sociale complémentaire, est de qualité. Et en plus, a été élaboré à partir de la consultation du service de santé et des différents états-majors sur les priorités en santé du militaire. Par exemple, on peut constater que la prise en charge des soins dentaires est est de bonne qualité, parce que dans de nombreux cas, il conditionne aussi l'aptitude du militaire. Sur les violences sexistes et sexuelles, je vais céder la parole au Major Laurent. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, une délégation du groupe de travail mixité du Conseil a été entendue le 29 avril par la mission d'enquête sur les violences sexuelles et sexistes au sein du ministère des Armées. Le rapport de cette mission d'enquête, qui met en lumière l'existence de ces violences au sein des forces armées, a suscité des réactions importantes de la part du CSFM, qui représente les intérêts et le bien-être des militaires. Tout d'abord, une préoccupation face à l'ampleur des violences. Monsieur Lachaud, vous avez cité des chiffres. Ces chiffres sont ceux qui remontent à la cellule Thémis. Il convient également de prendre en compte ceux qui ne remontent pas. Également, une nécessité de renforcement des mesures de prévention et de protection. Le CSFM appelle à un renforcement significatif des mesures de prévention contre les violences. Il insiste sur la nécessité de créer un environnement sûr pour tous les militaires, hommes et femmes, afin de garantir un cadre de travail exempt de harcèlement et de discrimination. En ce qui concerne le soutien aux victimes et l'accompagnement, le CSFM met en avant l'importance d'améliorer le soutien et l'accompagnement des victimes. Celles-ci doivent pouvoir bénéficier d'un environnement de confiance pour signaler les incidents et d'un accompagnement psychologique et juridique efficace tout au long de leur démarche. On peut citer à cet égard une proposition d'accompagnement du militaire victime par un tiers de confiance qu'il choisira lui-même pour l'ensemble du parcours et des démarches. C'est une pratique qui est déjà en cours dans le cadre des violences conjugales. Il paraît également nécessaire de mettre en place une inscription au registre des constatations en cas de violence. Également, d'attribuer la protection fonctionnelle à un militaire qui serait victime de ces violences. Également, il s'agirait de mettre en place un renforcement de la formation et de la sensibilisation. Le CSFM insiste sur le besoin de renforcer celle-ci pour tout le personnel militaire sur les questions de violences sexistes et sexuelles. Une meilleure éducation sur ces sujets est essentielle, dès la formation initiale, pour rappeler les fondamentaux sur ce sujet, tout au long de la carrière également, à travers la formation continue. Les référents doivent aussi bénéficier d'une formation plus approfondie. Un exemple tout bête, c'est faire un rappel sur la notion de consentement.
qu'est-ce que le consentement? Un rappel à tous les militaires s'impose aussi sur ce sujet. Une amélioration des procédures de signalement et de sanctions est également nécessaire. Le Conseil plaide pour des procédures de signalement plus accessibles et plus efficaces, ainsi que pour des sanctions proportionnées et systématiques contre les auteurs de violences. Il considère que la tolérance zéro est essentielle pour rétablir la confiance au sein des forces armées. L'article 40 du CPP n'est pas instinctif au sein du MINARM. Ce n'est pourtant ni une option, ni un choix, mais une obligation légale, et celui-ci ne représente pas un obstacle ou un frein à une procédure disciplinaire interne. Le CSFM appelle à une véritable transformation culturelle au sein des armées pour éradiquer les comportements sexistes et les violences sexuelles. Cela nécessite un engagement fort de la hiérarchie militaire et des actions concrètes sur le terrain. Le CSFM accueille favorablement les conclusions du rapport et se montre déterminé à travailler avec le ministère des Armées pour mettre en place des mesures concrètes et efficaces. Il vise à renforcer la prévention, le soutien aux victimes et la sanction des comportements inappropriés, tout en promouvant une culture d'égalité et de respect au sein des forces armées. Merci. Merci. La parole est à Sébastien Saint-Pasteur pour le groupe socialiste et apparenté. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs du CSFM. Le ministère des Armées a fait des progrès en matière de mixité et de féminisation avec le plan mixité de 2019. Aujourd'hui, un militaire sur 7 est une militaire. Cela peut sembler peu, mais cela place l'armée française dans une meilleure position que beaucoup d'autres pays. Il reste néanmoins loin de la parité attendue. Le défi semble important et les obstacles demeurent nombreux. Le MeToo des armées a été évoqué. Pour la petite anecdote, nous sommes placés par ordre alphabétique au tout début de la mandature. M'appelant Saint-Pasteur, j'étais à côté de notre collègue députée Laetitia Saint-Paul, ancienne militaire qui s'était saisie du sujet et qui m'en a parlé spontanément lors de nos premiers échanges. Vous avez répondu aux questions de notre collègue Bastien Lachaud, qui vous a interpellé à l'instant sur le sujet. Vous avez posé des pistes d'amélioration. Il faut en tout cas une action extrêmement résolue, déterminée sur ce sujet. Et nous serons, vous pouvez compter sur nous, à vos côtés pour faire avancer les choses à notre modeste échelle. De manière plus générale, pour féminiser davantage l'ensemble des corps et des grades, il semble nécessaire de ne plus se concentrer uniquement sur des objectifs chiffrés du nombre d'officiers généraux féminins, mais d'élargir les travaux aux femmes militaires du rang et sous-officiers. Chacune d'entre elles doit avoir accès aux fonctions et à la carrière qui correspond à leurs talents, à leurs compétences et à leurs ambitions. Les sujets d'égalité et de mixité étant des enjeux de conditions militaires, pouvez-vous nous dire les axes d'évolution qui sont à l'étude en adoptant une approche opérationnelle de la mixité? Dans votre travail de concertation sur le terrain, avez-vous des demandes particulières à ce sujet? Prendre appui sur les réalités de terrain est en effet fondamental. Faudra-t-il enfin des financements complémentaires dans le PLF 2025 pour renouveler et améliorer ce plan mixité, attendu notamment par les femmes engagées? Je vous remercie pour les éclairages que vous voudrez bien nous apporter. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Je crois que vous vouliez réagir. Oui, Monsieur le Président, c'est à la suite de l'intervention de Monsieur Lachaud et la réponse du Conseil. Et puis, en introduction à cette question, je voulais simplement indiquer que pour l'évaluation des besoins, des moyens, pour l'instant, nous n'avons pas de grande visibilité. Mais en novembre, j'ai prévu de faire venir devant le Conseil les auteurs du rapport, le responsable de la cellule Thémis, qui va nous parler de avant et après, et ainsi que l'état-major des armées, un représentant, pour nous dire quels sont aujourd'hui les engagements pris par le commandement pour mener à bien et réussir dans la mise en œuvre de cette instruction. Voilà, et maintenant je vais laisser le Conseil répondre au sujet de Monsieur le député Saint-Paul. Monsieur le député, donc je laisserai le cas échéant mon camarade, le major Laurent, rebondir. Mais d'ores et déjà, en fait, comme l'a évoqué monsieur le secrétaire général, en fait, le CSFM, lors de ses contacts sur le terrain, n'a pas forcément eu connaissance en fait, de sujets de préoccupation concernant la mixité, autre en fait que les violences sexistes et sexuelles. Je pense qu'à l'heure actuelle, la mixité n'est pas forcément un sujet en soi au sein des armées. En revanche, nous sommes très attentifs justement aux plans mixité qui peuvent être
établi en fait au titre ministériel. Donc un premier plan avait été établi, et donc nous savons qu'une mise à jour, en fait, un second plan mixité est actuellement en préparation, auquel nous souhaitons être associés. Donc nous aurons effectivement probablement d'autres éléments par la suite. Mais pour l'instant, en fait, ce n'est pas forcément en fait, un sujet de suivi en fait, au niveau du Conseil. Peut-être que le capitaine de corvette Thibault a d'autres éléments plus sur ce sujet. Je vais laisser s'exprimer. Ça fonctionne ? Oui. Donc, comme vous l'avez abordé, la féminisation des armées, ça représente un enjeu de diversité et d'inclusion. L'intégration croissante des femmes dans les armées à tous les niveaux, ça envoie un message fort. Les compétences militaires ne sont pas liées au genre, mais aux capacités des militaires. Les femmes sont désormais présentes sur tous les théâtres d'opération et toutes les spécialités sont ouvertes aux femmes. Donc, dans tous les types de missions, dans toutes les unités de combat, les postes de commandement, etc., nous accueillons maintenant des femmes, et ce, depuis plusieurs années. Une des dernières composantes à ne pas accueillir des femmes était, comme vous le savez, les sous-marins. Et avec les SNLE ont été ouverts il y a quelques années de cela aux femmes, et les SNA de nouvelle génération permettent également de les accueillir maintenant. Comme vous en doutez, en fait, au-delà de l'ouverture de toutes les spécialités, c'est bien l'évolution, en fait, ça amène à quelques défis. De notre point de vue, c'est crucial d'assurer que l'intégration des femmes dans les forces armées se fasse dans un cadre d'égalité réelle. Et cela implique de repenser certains aspects, notamment des infrastructures. On en parlait tout à l'heure, les infrastructures qui sont souvent vétustes. Et donc, du coup, on se retrouve avec, on va dire, deux politiques qui peuvent être menées. Il y a la politique qu'on peut voir, par exemple, chez les Anglais, où, par exemple, quand ils ont féminisé les bateaux, ils l'ont fait d'un coup d'un seul, et ils ont décidé que, en fait, les sanitaires, etc., devenaient mixtes. Nous, on est sur une autre politique où on considère qu'en fait, il y a des sanitaires pour les femmes, il y a des sanitaires pour les hommes. Donc, on doit revoir nos infrastructures, et du coup, automatiquement, ça amène à des budgets pour les infrastructures terrestres. Pour les infrastructures, quand on part en opération, c'est quelque chose qui est déjà pensé. Mais par exemple, pour les bateaux, c'est des programmes qui se font sur plusieurs dizaines d'années. Par exemple, le SN3G qui arrivera en 2035-2040, c'est quelque chose qui a commencé à être pensé en 2015. Donc automatiquement, les infrastructures doivent évoluer au fur et à mesure, et il y a besoin de budget derrière. Voilà. Merci. La parole est à Mathieu Bloch pour le groupe UDR. Merci. Commandant, si vous pouvez fermer votre micro. Ça y est. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire. Si l'engagement militaire est une fierté, il peut aussi faire l'objet d'une crainte qui est liée aux difficultés auxquelles nos militaires font face pour leur reconversion vers les métiers du civil. Ainsi, on compte 20 000 à 30 000 militaires chaque année qui quittent leur poste. Parmi eux, 1 sur 2 n'a eu aucune expérience professionnelle autre que l'armée, et leur moyenne d'âge est de 44 ans. Parmi ces militaires en passe de changer de métier, l'agence Défense Mobilité du ministère des Armées accompagne 53% d'entre eux vers un autre emploi, souvent délicat à pérenniser. En fin de compte, seulement 35% d'entre eux parviennent à sécuriser leur emploi. Nos forces armées sont composées d'hommes et de femmes dont les parcours sont marqués par une grande mobilité et pourtant un engagement qui reste intact et sans faille. En contrepartie, il devient essentiel de préparer en amont cette reconversion et de les accompagner efficacement dans ce cadre. À ce titre, le programme Soutien à la politique de défense du projet de loi de finances prévoit une augmentation de 12,4 millions d'euros des crédits de paiement pour la reconversion du personnel militaire, ce que nous saluons bien évidemment. Cependant, le véritable enjeu réside dans la manière dont seront utilisés et déployés ces crédits budgétaires. Cela implique notamment d'établir des passerelles avec les filières professionnelles civiles qui pourraient bénéficier du savoir-faire militaire. Alors mes questions sont les suivantes. Le Conseil supérieur de la fonction militaire a-t-il formulé des recommandations pour renforcer les dispositifs de reconversion ? Et ces recommandations envisagent-elles d'approfondir les partenariats avec le secteur privé, les organisations de certification et l'enseignement supérieur ? Je vous remercie. Merci, la parole est à vous. Je vais laisser la parole au lieutenant-colonel Alexis.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, donc tout d'abord, concernant la reconversion des militaires, moi ce que je constate et ce que j'ai pu constater au cours des différentes visites qu'on a fait au cours des 6 derniers mois, c'est que les qualités et les valeurs qui sont celles du militaire sont extrêmement recherchées par l'extérieur. Donc oui, effectivement, il est difficile de se reconvertir quand on n'a fait que une carrière militaire. En revanche, les qualités et puis le savoir-être des militaires est quelque chose qui est recherché, qui est attendu par les civils. Donc quand on discute avec les personnes qui sont en cours de reconversion, globalement, effectivement, peut-être apprendre un nouveau métier est difficile, mais trouver sa place est plutôt facile et leur place est faite et attendue par les entreprises. Ensuite, vous parliez de reconversion, donc on va parler de défense mobilité. C'est un outil qui est mis à disposition des militaires pour se reconvertir. Là encore, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer, qui est en train de se transformer et qui permet aux militaires de basculer d'être accompagnés vers le monde civil. Donc oui, tout est perfectible. Là aussi, défense mobilité, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ils ont aussi des problèmes de ressources humaines, ils ont aussi des problèmes de moyens, mais ils font tout ce qu'ils peuvent pour accompagner le militaire vers le civil et trouver au mieux une solution pour lui, mais aussi pour sa famille, il faut le noter. Défense Mobilité accompagne aussi les conjoints pour trouver un emploi, pour le coup. Donc en fait, ça permet de faire les deux. Et puis sur le dernier point concernant, vous parliez de partenariat avec les différents centres de formation, etc. C'est quelque chose qui existe déjà, puisqu'on a le centre militaire de formation professionnelle à Fontenay-le-Comte, qui accompagne certains militaires dans des reconversions sur des métiers en tension, sur des métiers très spécialisés qui sont déjà en relation avec des formations. Et puis le militaire, tout au long de sa carrière, peut par exemple être accompagné sur certaines formations. Donc ce sont des passerelles qui existent déjà. Là encore, on peut toujours améliorer le système. Là encore, on peut regretter que ce ne soit pas assez développé. Néanmoins, ce sont des choses qui existent déjà et c'est des moyens pour lesquels dont les militaires profitent aujourd'hui. Merci. La parole est à Pascal Jeft. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités. Alors, je suis désolé si je repose une question qui a déjà été posée parce que j'ai raté une petite partie de votre intervention tout à l'heure. Alors, moi, je souhaitais centrer mes propos sur l'enjeu de la fidélisation de nos militaires. En mars 2024, le ministre des Armées a lancé le plan fidélisation 360. Il vise à améliorer les conditions de vie des militaires ainsi que de leurs familles avec des mesures concrètes. Il permet entre autres de faciliter l'accès au logement aux médecins traitants, l'octroi de prêts immobiliers avantageux ou encore proposer une aide à la mobilité familiale. Alors, comme dit, si vous avez déjà répondu, je regarderai l'extrait tout à l'heure. Le projet de loi de finances 2025 semble enclin à mettre en œuvre les moyens financiers pour conserver les effectifs militaires. Par exemple, l'entretien du parc immobilier a été augmenté de plus de 15 millions d'euros et la fonction santé a été abondée de 20 millions d'euros. Ce constat me mène à vous poser cette question. Ces augmentations de budget sont-elles le signe que le plan fidélisation 360 a déjà porté ses fruits, ou bien est-ce que cela signifie qu'il faille redoubler d'efforts pour recruter et fidéliser dans nos armées? Je vous remercie. Merci. Je vous laisse répondre, Madame la Secrétaire. Oui, Monsieur le député, donc effectivement, la question a été abordée précédemment. Donc je ne vais pas redévelopper mon propos, simplement, effectivement, pour résumer, nous avions évoqué le fait que la contrainte de mobilité générait des difficultés pour le militaire et sa famille, alors sans bien sûr remise en cause de la mobilité qui est constitutive de l'état du militaire, mais en fait... Néanmoins, les difficultés liées à la recherche de logement avaient été évoquées. Et donc, nous avions parlé d'une offre de logement donc, insuffisante de la part du militaire et d'une compensation indiciaire insuffisante également, d'où l'appréhension au niveau par les militaires de la période des mutations.
Donc, nous, les préconisations que nous avions faites face donc au constat d'un parc de logements encore insuffisant, c'était de développer cette offre de logement, notamment l'offre de logement conventionné intermédiaire, et de générer des accords commerciaux avec des agences immobilières pour faciliter l'accès à l'offre civile, et également de mieux prendre en compte les suggestions opérationnelles dans l'attribution des logements domaniaux. Et nous avions également émis des propositions pour faciliter l'accession à la propriété, comme le prêt à taux zéro ou l'exonération de la taxe d'habitation pour la résidence secondaire, qui serait la résidence de repli. Donc, je ne vais peut-être pas redévelopper le propos, mais effectivement, c'était ce que nous appelons de nos voeux, puisque en fait, on constate qu'actuellement, la situation du logement, malgré le plan Ambition Logement, en fait, n'est pas satisfaisante. Ce plan n'a pas encore totalement porté ses fruits. Donc, d'où la nécessité, effectivement, de bien prendre en compte cette contrainte liée à la mobilité du militaire. Merci. La sonnerie du deuxième tour pour le vote de la vice-présidente de l'Assemblée nationale a eu lieu, mais nous avons une question, donc nous ferons une suspension après, mais nous avons encore une question de Bastien Lachaud. Oui, merci, Monsieur le Président. Vu que notre nombre me permet de reprendre la parole, je vais vous poser une question sur la question de la rémunération des militaires. Peut-être revenir sur le bilan que vous faites de la NPRM et quel est aujourd'hui l'état de la crainte des militaires sur la fiscalisation de cette NPRM, dont on va avoir les effets pour l'année 2025, notamment sur les risques d'éviction pour les prestations familiales qui sont liées au quotient fiscal. Et est-ce que depuis le temps, une demande a été faite à Bercy pour obtenir une réelle estimation? Et enfin, sur la réforme indiciaire, que pensez-vous des grilles qui vous ont été présentées, tant pour les sous-officiers que pour les officiers, vu qu'on évoque un budget de 75 millions pour les officiers, là où on a dépensé 48 millions pour les sous-officiers et 11 millions pour les militaires du rang, un budget vraiment beaucoup plus important pour les officiers, alors qu'il y a beaucoup plus de militaires du rang. Comment évaluez-vous ce différentiel? Merci. Vous avez la parole, Madame la secrétaire. Je vais laisser la parole au capitaine de corvette Thibault. Monsieur le député, donc sur le sujet de la rémunération, c'est un sujet qui a été systématiquement abordé lors des différentes visites que nous avons pu faire. Et du coup, dans un marché du travail qui est très ouvert, très concurrentiel, la rémunération des militaires n'est pas perçue comme compétitive par nos militaires, tant d'un point de vue indiciaire qu'indemnitaire. Concernant spécifiquement la NPRM, donc la nouvelle politique de rémunération des militaires, ça génère des sentiments qui sont globalement assez mitigés. Le Conseil continue de travailler sur ce sujet pour proposer des évolutions des différentes indemnités lors de la clause de revoyure qui arrivera en 2026, mais que nous jugeons déjà insuffisante au niveau du budget. Donc, au niveau de la NPRM pure, il y a deux grosses problématiques pour nous qui sont la forfaitisation et la fiscalisation. Donc la forfaitisation des primes et des indemnités et donc leur non-indexation dans le contexte d'inflation, c'est un effet mécanique de réduire le pouvoir d'achat des militaires. Et l'indexation permettrait la mise en cohérence des budgets et d'effacer les effets négatifs, notamment pour les moins payés. La fiscalisation, c'est également un gros sujet que pour l'instant nous avons du mal à appréhender. Il va y avoir évidemment un effet qui sera d'augmenter les revenus imposables, le RFR, et donc du coup derrière les QF, les quotients familiaux, qui servent derrière à calculer, comme vous le savez, les différentes aides. Actuellement, le seul effet que nous avons pu constater, c'est que sur la déclaration des revenus 2023, il y a le gain annoncé par la RNPM a été en partie gommé par la fiscalisation sur uniquement 3 mois. Donc on craint que sur la vision globale que nous pourrons avoir en 2025, les effets soient assez négatifs pour une grosse partie des militaires, notamment pour ceux qui seront vus des indemnités assez fortes de type Ligard, etc. Comme l'avait rappelé le SEMA lors de son audition, la NPRM avait été conçue au moment de la réforme des retraites à points, où chaque euro
cotiser devait être 1 euro qu'on retrouve à la retraite. La problématique, c'est la réforme des retraites à point a été abandonnée. Malheureusement, la fiscalisation de la NPRM n'a pas été abandonnée. Et les effets qui pouvaient venir à long terme pour le militaire n'arriveront pas. Du coup, l'annonce du ministre lors de Fidélisation 360 sur l'intégration de primes dans la pension est quelque chose qui est très attendu par les militaires. Concernant le volet indemnitaire pur, donc je vais rentrer un peu dans le détail, il y a quelques points qui sont vraiment défavorables à la fidélisation. Le premier, c'est l'ISAO, donc c'est l'indemnité de suggestion d'absence opérationnelle. C'est une indemnité qui est très souvent critiquée, car c'est une indemnité qui est déjà source de délais de paiement excessifs et dont les taux sont actuellement jugés insuffisants, mais également qui génère un sentiment d'iniquité, parce qu'à mission analogue, son ton varie selon le type de commandement opérationnel auquel est soumis l'intéressé. Il y a également des problématiques avec les notions de découché et de suggestion qui, du coup, posent problème pour les forfaits garde et permanence. On a également une problématique sur l'indemnité de garnison, donc l'IGAR. Elle est perçue globalement comme une avancée, sauf pour quelques cas à la marge, type les familles nombreuses, voire très nombreuses. Les problèmes qui sont surtout cités sur cette indemnité, c'est la fiscalisation, parce que ça peut être pour une grosse partie pour certains de nos militaires. Le choix assumé du demi-taux pour les coupes de militaires, qui est absolument incompris, et le choix de la commune d'affectation plutôt que celui du bassin de vie, qui du coup a créé certaines inégalités de traitement, notamment quand on a des services qui par exemple vont déménager une partie de leur bureau d'un arrondissement de Paris à une commune proche. On a des personnels qui vont perdre 300 à 400 euros en déménageant leur bureau, pas leur lieu de vie, de 1 à 2 km. Ça pose une réelle problématique. On a également des régiments qui sont à côté de villes à forte tension immobilière, mais le régiment, lui, est au milieu de la Cambrousse et du coup va se retrouver avec un taux d'IGAR faible, alors que la commune qui est juste à côté aurait un taux d'IGAR élevé. Et la plupart des logements, d'ailleurs, sont dans cette ville-là, parce que c'est la ville où il y a les commerces, la scolarité, etc. Enfin, on a l'indemnité d'état de militaire, donc l'IEM, qui est un problème pour les couples de militaires qui ne comprennent pas la règle d'attribution. En fait, c'est destiné à compenser les contraintes du statut de militaire, c'est bien ça, indemnité d'état de militaire. Et les deux membres d'un couple de militaires subissent pleinement les contraintes de militaire, et pour autant, ils ne se voient pas verser intégralement l'IEM. Donc ça crée une réelle incompréhension. Et au final, on a le complément de l'IEM, donc ex-ITAOPC, qui a été créé en 2001 et qui n'a pas de revalorisation depuis sa création. Je crois que j'ai répondu à l'ensemble des questions. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général. Nous arrivons au bout de nos questions. Si vous voulez prendre la parole avant de clôturer cette audition. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes bien conscients de l'animation, de la turbulence aujourd'hui et qui vous anime. Mais en tout cas, je peux vous dire que les membres de la délégation ont pris très au sérieux cette audition, comme d'habitude. Et ils savent, et à travers les questions que vous avez posées, que votre commission, Monsieur le Président, et que vous en particulier, Monsieur le Président, vous êtes attentifs, je dirais, au vrai sujet qui touche aujourd'hui la communauté militaire. Donc merci beaucoup de votre disponibilité dans cette ambiance effervescente. Et en tout cas, nous serons toujours à disposition du Conseil, des rapporteurs pour venir parler en toute liberté. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général. Merci à l'ensemble du CSFM pour vos réponses précises et claires. Je souhaite à tous et à tous un bon vote et on se retrouve à 18h15 pour la reprise de notre prochaine audition. Merci.